on oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'à 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Là, c'est du vol. C'est-à-dire qu'on on est obligé de déposer et on ne peut pas s'en servir pour acheter tout le monde. C'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire un... C'est-à-dire quand il dépose les devises, la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut le savoir. Ça se trouve à Chamalières et elle produit des faux billets qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc la France récupère des devises étrangères et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Il faut que les auditeurs sachent, le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. Toujours à la savez que c'est la patrie de Giscard d'Estaing. Près de chez Giscard d'Estaing. C'est un hasard, c'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard justement. Vous êtes un Français. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Déjà, il faut rappeler avec force que c'est vrai que la France a été la puissance colonisatrice, etc. Mais en ce qui concerne l'outil monétaire, la France a tiré des leçons de ce que nous appelons le nazisme monétaire, dont la France a été victime. C'est-à-dire quand les nazis ont pris la France et les autres pays européens, les nazis non seulement versaient du sang, mais aussi au niveau économique et surtout monétaire, ils fabriquaient de la fausse monnaie. Et dans les pays occupés, vous voulez dire? Dans les pays occupés, notamment en France. Et ces billets de banque fabriqués par les Allemands avaient cours légal ici, par exemple en France. Et avec ça, ils achetaient tout ce qu'ils voulaient. Et pourquoi vous dites nazi? Parce que est-ce que tous les pays colonisateurs font pas ça dans les pays colonisés? C'est d'une spécificité allemande? Oui. Ou est-ce qu'on le trouve partout? Bon, disons que nous appuyons sur le côté allemand. Parce que ça vous semble marquant, ça? Oui, c'est marquant, puisque quand même, la première, comme la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien contre l'Allemagne, où c'est l'Allemagne qui va envahir les autres pays. Oui. Mais ce que nous voulons surtout dire, c'est que ce puissant outil monétaire avait déjà été testé par l'Allemagne nazie dans les pays occupés. Oui, dans tous les autres pays, mais nous parlons précisément de la France parce qu'il y a eu perpétuation par la France de ce même nazisme monétaire. Donc, nazisme monétaire. Oui. Je vois d'ici les commentaires sur les réseaux sociaux qui vont parler de points Godwin d'entrée là. Ok. Mais techniquement, ça correspond à quoi comme techniquement, c'est comme caractéristique de cette... là, vous y allez fort. Hein. Oui. Comme outil de domination. Oui. D'abord, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas une métaphore. C'est un fait historiquement. Au sens littéral. Pardon. Au sens littéral. Au sens littéral. Nazisme monétaire. Voilà, c'est le nazisme monétaire. Donc, alors, j'ai dit décliner un petit peu, alors voilà. Voilà. Donc, les Allemands fabriquent des faux billets qu'on appelle, pour être plus peut-être, on va dire la monnaie coloniale allemande. Oui. Mais c'est du nazisme monétaire. Et avec ces faux billets, qui n'ont cours légal que par exemple en France, eh bien, les Allemands arrivaient à tout acheter. Ce sont des faux papiers qui prennent le nom de monnaie ici, par exemple, en France. Vous savez que certains se vendaient sans même avoir besoin de billets, en France, pendant cette période. C'est autre chose encore, ça. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, d'abord, donc, reconnaître que, et d'abord, bien souligner que c'est du faux billet. Deuxièmement... Nicolas, les faux billets sont acceptés parce que il y a la force, en fait. C'est les militaires qui imposent qu'on accepte ce pays. Parce que l'occupant allemand impose. Est-ce que c'était des faux billets fabriqués par l'imprimerie? Non, donc pas par l'imprimerie nationale française. Nous sommes d'accord? Non, pas les Allemands eux-mêmes. Donc c'est-à-dire que c'était des faux billets qui étaient reconnaissables visuellement. Visuellement ou pas? Oui, visuellement. Ouais. C'est parce que malheureusement ici on n'a pas le PowerPoint, sinon j'aurais montré des spécimens. Donc les Allemands viennent avec
eux-mêmes. On pourrait dire que c'est pas des faux, mais des vrais billets, mais d'occupation, des billets coloniaux. Oui, c'est ce qu'on appelle une monnaie obsidionale, pour ne pas dire une monnaie de siège. Coloniale, une monnaie de siège. Voilà, une monnaie de siège, une monnaie d'occupation. On sait bien que quelle est la légitimité en temps de guerre. C'est celui qui a le pouvoir qui décide du droit. Hein. Donc, faut bien être d'accord là-dessus. Hein. Voilà. Et de toute façon, dans tous les cas, le droit international n'est que ça. C'est le pouvoir de la force. Voilà. C'est une politesse quand on a gagné. On dit c'est du droit international. Vous êtes d'accord sur sa définition? Voilà. Ouais. Donc, deuxièmement, non seulement les faux billets qu'ils imposent aux pays occupés comme la France, qui devient pour eux un outil pour s'approprier les richesses du pays. Pour s'approprier les richesses. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ça puisse bien fonctionner? On va prendre un exemple. Les Allemands disent au gouvernement français vassalisé, qui est ici à Paris, dit bon, par exemple, apportez-nous, admettons, pour 100 millions de pommes de terre. Il est évident que ce ne sont pas les ministres qui sont ici à Paris qui vont produire les pommes de terre. Donc, ils font pression sur le gouvernement français qui lui-même enlève l'argent de sa poche, paye cash les producteurs français, les agriculteurs français. Et en monnaie française? En monnaie française, déjà. Et ils obtiennent les pommes de terre qu'ils exportent en Allemagne. Seulement, les Allemands, pour payer ces Français, ils disent ceci. Nous ouvrons ici, à Berlin, chez nous, pour vous, la France, un compte. Et nous allons mettre un signe plus, c'est ce qu'on appelle créditer un compte. Que nous reconnaissons vous devoir, admettons, l'équivalent de 100 millions de Deutschmark. Ah, oui. Seulement, pour pouvoir l'utiliser, il faut 2 conditions. Première condition, vous les Français, vous devez importer de l'Allemagne, donc acheter pour équilibrer la balance commerciale. Des produits dont vous avez besoin. Ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition est la plus terrible. Il faut l'autorisation préalable de Hitler. Autorisation que Hitler n'a jamais donnée. Et c'est ainsi... Ah oui, il n'a jamais donné l'autorisation. Donc, alors, ça ne pouvait pas fonctionner s'il n'a pas... Pardon ? Ça ne pouvait pas fonctionner s'il ne donnait pas l'autorisation. Non, mais c'est la force d'occupation. Et ils ont besoin, par exemple, de telles matières ou bien de telles marchandises, eh bien, les Français sont obligés de produire. D'accord. Et d'exporter. On produit des patates et on importe peut-être des machines-outils ou Justement, ils n'importent même pas. Les Français n'importent même pas. Ah oui, d'accord. Ah, mais oui. Pour l'importation, il fallait l'autorisation et là, on n'avait jamais l'autorisation. Ce qui fait qu'on n'arrêtait pas d'exporter. On n'arrêtait pas d'exporter, mais sans contrepartie. Donc, on devenait de plus en plus endetté. Exporter, c'est tout. Et vous êtes en train de nous dire que ça fonctionne de la même manière pour le franc CFA. Je vais y parvenir, mais j'aimerais que... C'est là où ça va être intéressant. C'est ça que je vois. L'articulation. Et quand vous lisez certains auteurs, comme Pierre Catala, qui était le ministre de l'économie et des finances. Il dit que, par exemple... De quel endroit? De la France. De la France, oui, d'accord. Voilà, donc, par exemple, de 1 milliard par mois, sont passés jusqu'à 100 milliards, les Français. C'est-à-dire, ils font ce que lui, il appelle un préfinancement. Mais dans la réalité, les Français n'ont jamais récupérer un seul centime. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? C'est ce que nous dit aussi Pierre Arnoux. 1 milliard, 100 milliards, c'est quoi? C'est le chiffre des exportations de patates. Ce sont des chiffres d'exportation. En fait, ce sont les richesses que nous avons consenties vers l'Allemagne. En fait, on les a comme données aux Allemands contre de la dette, dont on n'a jamais... J'avais osé un parallèle. C'est aujourd'hui ce qui se passe avec l'extraterritorialité du droit américain. Alors c'est une force d'occupation, qui utilise des motifs fallacieux de corruption, mais qui disent vous êtes corrompu, etc. Et donc qui exporte d'une certaine manière les règles de droit américaines sur l'ensemble de la planète. On l'a vu aujourd'hui avec Alstom et General Electric, et qui comme ça vous menacent de 1000 ans de prison et prennent possession des intérêts stratégiques d'un État, en l'occurrence avec l'accord, pour ce qui nous concerne, de l'exécutif français, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pour expliquer un petit peu à nos auditeurs quelle est cette notion de légitimité, quelle est la notion du droit international, des forces d'occupation, parce que le droit, c'est pas une entité qui vole comme ça au-dessus de nos têtes. Le droit, c'est simplement mettre en concept la force et essayer de l'imposer par des règles qui finalement
soit présenté de manière objective. C'est ça le droit. Bien. On est d'accord là-dessus ou... Alors, moi j'arrive à imaginer un droit qui soit... Je suis un peu provocateur, mais... Non, mais oui. C'est que je suis en train d'expliquer. Il faut terminer Je vais terminer les composantes du nazisme monétaire. Et on va arriver sur le cas du franc CFA. Donc, la même chose... On a vu 2 points pour l'instant. Pardon ? On a vu 2 points. On a vu la fabrication des faux billets, oui. Et puis le fait que soit imposé l'exportation de richesses en échange d'un compte... voilà. Attention, c'est son côté prof, point 1, point 2. Hein. Oui, je vérifie voilà. que c'est... Faut attention. Je suis en train de montrer que la France a été puissamment inspirée par le nazisme monétaire pour l'appliquer aux Africains. Alors, le deuxième élément que beaucoup ne connaissent pas, c'est que quand le 6 juin 1944, les Alliés, notamment les Allemands, les Américains, oui. ont débarqué en Normandie, ils sont venus avec des faux billets français que eux-mêmes ils ont fabriqués. Ils sont venus avec des dollars américains, des dollars d'occupation. J'ai des spécimens même. Ils ont fait des faux billets français. Oui, français. Voilà. Hein. Ils avaient prévu une monnaie d'occupation sur le même modèle. Hein. Sous le système de Lamgoth. Hein. Mais vous voyez que c'est pas que le nazisme. Vous voyez, c'est tous les occupants bien organisés qui se servent de la monnaie pour asservir. Moi, je suis sur un problème précis pour démontrer que le franc CFA qui circule en Afrique, c'est de faux billets. C'est de la monnaie d'occupation. Donc, je disais que la France a connu ça, a eu son expérience. Oui. Voilà. Donc, quand le général de Gaulle... Ce qu'il faut peut-être faire une petite incise très rapide, c'est expliquer comment on fabrique de la monnaie, parce que la monnaie n'a pas de valeur en soi. Hein, ça vient du latin, c'est la monnaie fiduciaire, fiducie, c'est-à-dire la confiance. La confiance, on imprime un bout de papier, et normalement, il y a des réserves qui sont conséquentes par rapport à ce bout de papier, et on vous dit, voilà, je te donne ce bout de papier en contrepartie de ton travail, de tes biens, etc. Mais il faut bien comprendre que si cette masse monétaire n'est pas contrôlée, si elle est créée comme ça ex nihilo par des organes, etc., qui sont hors contrôle, finalement, c'est ce que vous appelez la fausse monnaie, les faux billets, c'est-à-dire qu'ils n'ont, premièrement, pas de légitimité d'un point de vue du droit du pays, parce que c'est très important de mettre ces fondamentaux en place, parce que sinon, on va faire la confusion entre fausses monnaies, c'est-à-dire des fausses imprimeries qui impriment des faux billets. Le problème n'est pas celui-là, le problème c'est d'avoir une souveraineté qui est capable. Voilà. Donc c'est ça qui peut-être. Donc c'est à ça que je vais en venir. Je dirais pas si tu veux dire que la France a été puissamment inspirée par le nazisme monétaire, ensuite l'expérience des Américains et le général de Gaulle, qui était bien sûr en exil en Angleterre, a déjà commencé à contester. Quand vous lisez ses mémoires, il en parle. Hein. Oui, tout à fait. Donc il a dit, mais c'est une atteinte gravissime à notre souveraineté. Donc il savait très bien. Il savait ça très bien. C'est ainsi que, parce que lui s'est rendu compte que la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France, qui était dans les mains d'une centaine de familles, était de connivence avec ces Américains. Donc, le 2 décembre 1945, il a donné des instructions à son ministre de l'économie et des finances, René Prével, de faire un projet de loi pour nationaliser l'émission. Pour nationaliser la Banque de France. C'est ça, l'émission de billets. La Banque centrale. Non, c'est important. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Elle était privée depuis... Donc, voilà. Nationaliser veut dire prendre du domaine privé et l'amener dans le domaine public. Et à 93,70%, les parlementaires ont voté la nationalisation de la Banque de France. Bien. Mais dans le même mois de 1945, le 25 décembre 1945, eh bien, le même général de Gaulle l'a appliqué à l'Afrique. Le même général de Gaulle crée, à partir d'un seul décret, je ne dis pas à partir d'une loi, à partir d'un seul décret 45-01-36, article 1er, eh bien, il crée
Le franc CFA. Le franc des colonies françaises. C'est-à-dire exactement ce dont il est en train de se protéger les États-Unis. Il le crée pour ses propres colonies sans aucune... C'est-à-dire, lui, il se défend, ce qui est normal. C'est intéressant. Il agit en tant que grand patriote, c'est vrai, mais c'est en même temps un colonisateur. Donc, il applique ça à tous les États colonisés, notamment ceux d'Afrique dont nous parlons. Il y en avait déjà 14, c'est ça, 14-15 ? Ils sont 15, ceux dont nous parlons. Maintenant, comment fonctionne ce système? C'est parce que c'est ça c'est l'historique, mais pour montrer que c'est du nazisme monétaire. D'abord, je rappelle avec force, ce n'est pas la monnaie créée par les Africains. Parce que vous parlez de la légitimité. Dans tous les pays du monde, la monnaie appartient toujours au peuple. Il y a un débat au niveau européen. Non, ça c'est un autre qu'on puisse dire. Nicolas, ça c'est un autre problème. On est dans le même état. Oui, nous sommes dans la même situation. Nous on ne fait souvent ce genre de comparaison, mais j'aimerais, pour ne pas noyer le poisson, voilà. Oui, non, on regarde le problème de l'Afrique de façon précise. Voilà. Donc, je disais que le franc CFA n'est pas une monnaie créée par les Africains. Le franc CFA n'appartient pas aux Africains. 100% n'appartient pas aux Africains. Ça appartient à 100% à la France qui l'a inventé. Et ceci par et pour les intérêts des colons. Donc nous voyons bien. Alors, là, il va falloir préciser, quand vous dites le franc CFA appartient à la France, aujourd'hui, quelle est la réalité de cette acception, quoi? Très bien. La réalité, ça, c'est important. La réalité est la suivante. C'est que quand on regarde, il y a deux grandes parties qu'on peut dire. Les institutions de la zone franc CFA, d'une part, et d'autre part, les 4 principes de la zone franc. Lorsqu'on regarde au niveau des institutions, où il y a la conférence des chefs d'État, il y a tout le reste, mais surtout les 3 banques centrales. Mais tout ça, c'est dominé par la France, qui essaie de s'adapter, de s'harmoniser, tout ça, mais qui a un droit de veto. Un droit de veto. Je donne un petit exemple. Sur quel genre de décision? Donnez des exemples. Je donne un exemple. Il est dit, par exemple, que au conseil d'administration de la Banque centrale des Comores, où il y a 8 administrateurs, à l'instant où je vous parle, il y a 4 Français et 4 Comoriens. Ce qui veut dire, pour que le conseil d'administration se réunisse, il faut au moins 5 administrateurs. C'est-à-dire 4 Comoriens, mais au moins un Français. Si la France ne veut pas de l'ordre du jour, n'a qu'à faire simplement la politique de la chaise vide, et puis le pays est bloqué. Le quorum n'est pas atteint, donc voilà. il n'y a pas de... Deuxièmement, toujours en restant dans ce même exemple, les décisions ne sont validées que si elles sont prises au moins par 6 administrateurs. Bon, ça c'est ce que nous appelons le droit de veto. Maintenant, revenons sur le cas de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le même principe de l'unanimité. Par exemple, ils ont inventé il n'y a pas longtemps, en 2010, ce qu'ils appellent le comité de politique monétaire, où ils ont mis un seul Français. Mais c'est encore le principe de l'unanimité. C'est-à-dire la politique monétaire, en fait, elle est décidée en dernier ressort par la France. Même chose, et ça c'est écrit dans les statuts pour la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, où il s'est écrit clairement que la France participe à la gestion et au contrôle de la BEAC, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. Parce que justement, elle garantit la convertibilité du franc CFA, hier en franc français et aujourd'hui en euros. Alors la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait nouveau, mais disons que ça a pris beaucoup d'ampleur dans les 5 dernières années, notamment la Chine investit beaucoup sur le continent africain. Oui. Est-ce que finalement le franc CFA est une manière de protéger l'Afrique d'une nouvelle colonisation chinoise, ou est-ce que pas du tout, c'est un peu la double peine? Comment ça fonctionne? Par exemple, les Chinois, comment ils font pour investir, pour se développer, pour prendre possession, on le voit, d'un certain nombre de ressources, parce qu'il y a des luttes très féroces entre les États-Unis, on va dire la Chine et la France, dans certains nombres, vous avez vu ce qui s'est passé avec les otages récemment, dans cette zone saharienne, cette zone du Sahel, où on voit toutes les ressources minières, l'uranium, etc.
comment ça se passe? Est-ce que la Chine peut, d'une manière comme ça tout à fait libre, prendre possession des ressources? Est-ce que le franc CFA est une manière de les bloquer ou pas du tout? Est-ce qu'il y a une convertibilité, par exemple, de la monnaie chinoise? Parce que ça, c'est un point clé. Voilà. Le problème de la Chine et des autres grandes puissances, les États-Unis, on peut en parler. Mais je pense, pour donner plus de clarté à ceux qui nous écoutent sur le problème du franc CFA, il faut, parce que nous sommes limités dans le temps, expliquer grossièrement, sommairement. Les avantages et les inconvénients. Voilà, les avantages et les inconvénients. Et après, on verra, parce que c'est vrai que la convertibilité, mais après, on verra. On peut voir ça. Mais, parce que souvent, les gens ont tendance à évoquer ce genre de problèmes pour, si vous voulez, faire peur. Et sans comprendre les enjeux. Il faudrait voir les enjeux en positif et en négatif. Je vais rapidement donner l'information sur les 4 principes. Le principe de la centralisation des champs, ça veut dire, ou bien les comptes d'opération, ça veut dire, depuis 1900, ça veut dire centralisation des quoi? Pardon? Centralisation des quoi? Des changes? Des changes, ou alors les comptes d'opération. C'est-à-dire, c'est du nazisme monétaire, dans la mesure où on oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'à 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année vous avez dit? 73. 73. Et à partir de 73, c'est 50%, je crois, c'est ça? Non. C'est curieux, c'est 65%. J'ai dit de 1945 jusqu'à 1973. C'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1000 milliards de dollars, ils déposent dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux. Nicolas, ici. Il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple. En disant, par exemple, quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre, par exemple, de son coton, à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays. Parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Voilà. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut qu'elle dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais il faut qu'elle le dépose dans une banque française, à la Banque de France. Donc, c'est au Trésor public français. Je rappelle, pour mémoire, le Trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu, eh bien, l'intégralité de ces 1000 milliards, c'est déposé au Trésor public. À l'étranger, dans le pays colonisateur. Dans le compte ouvert pour eux en France. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais, Nicolas, ils ne donnent pas cet argent, ils le déposent sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais nous sommes en train d'expliquer les faits. Et maintenant, à la seconde où nous parlons... L'argent n'est pas volé, ils peuvent s'en servir pour autre chose, non? Mais non, je vais tirer les conséquences, vous allez voir tout de suite. Et maintenant, de 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde où nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50%. La question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ces comptes d'opération? Les inconvénients sont nombreux. La première conséquence est logique. C'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement, les machines, pour pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres, parce que pour développer un pays, il faut, certes, l'outil monétaire, parce que l'économie d'un pays se gère par 2 outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, ici, on va faire un petit peu... À ce moment-là, c'est du vol. C'est-à-dire qu'on est obligé de déposer et on ne peut pas s'en servir pour acheter ce qu'on veut. C'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire un... C'est-à-dire quand il dépose les devises, la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut le savoir.
ça se trouve à Chamalières, oui. et elle produit des faux billets qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc la France récupère des devises étrangères, oui. Et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le sachent. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Il faut que les auditeurs sachent, le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. À Chamalières. Toujours à la seconde. C'est la patrie de Giscard d'Estaing. Près de chez Giscard d'Estaing. C'est un hasard, c'est un hasard quand même. Ce n'est pas un hasard, justement. Ah non, vous êtes un Français. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres. Deuxième conséquence logique. Vous comprenez que lorsque ils ont cet argent des Africains est confisqué, eh bien, une des conséquences majeures, puisqu'il faut qu'ils déposent les devises, alors ils sont contraints à une austérité budgétaire sans fin. Parce que le budget, c'est deux parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Déposer les comptes dans les comptes d'opération. Les recettes, c'est un poste budgétaire. Donc, on comprend bien les conséquences. On voit bien les Africains qui sont là, le budget de l'éducation nationale, un budget squelettique. Bon, ceux qui ont été en Afrique, ils savent très bien que les Africains sont entassés les uns sur les autres dans les bus comme des sardines, etc., etc.